Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo d'éducation financière. Donc, à savoir, voilà, moi, je suis un ancien consultant en finance. J'ai 8 ans d'expérience dans le conseil, dans la finance. J'ai travaillé pour plusieurs sociétés en tant qu'analyste financier, mais aussi en tant que consultant senior, manager dans les cabinets de conseil. Et à un côté, je me suis beaucoup documenté sur la finance personnelle parce que je me suis rendu compte que on pouvait pas être en bonne santé tout le temps et que parfois la vie pouvait nous faire des surprises parce que j'ai eu des collègues qui euh, ont comme ça vu leur vie basculer en venant au boulot, donc un accident de moto, voilà, glisser sur la chaussée, etc. Et qui se sont retrouvés dans une situation de handicap, et qui a fait que s'en est suivi une certaine incapacité de travailler, qui a tout chamboulé, voilà, pour eux. Et pour moi, ça a été également l'élément déclencheur qui a fait que je prenne au sérieux mes finances personnelles parce que j'ai pris conscience que la vie ne tenait qu'à un fil, qu'on pouvait se réveiller et le soir, en fait, ne pas rentrer chez soi comme quand on est sorti. Voilà. Et comme vous le savez, une carrière professionnelle, c'est quelque chose qui est assez aléatoire, elle n'est pas tout le temps stable, en tout cas ce sont nos parents qui ont eu la chance d'avoir des postes stables et de rester 30 ans, 40 ans dans la même société. Mais aujourd'hui, donc avec la montée des agressions au travail, la montée des tensions sociales au travail également, la montée du harcèlement, etc., c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un de sain mentalement et psychologiquement de pouvoir évoluer dans ce genre d'entreprises qui sont pour la plupart des cas souvent très toxiques. Voilà, très toxiques. Et on a aussi changé en tout cas de méthode de management pour avoir un management plus lisse certes, mais qui est assez dans la plupart des cas infantilisant et qui peut vite se transformer en management violent. Donc ça, je l'ai vu énormément chez mes clients, je l'ai vu énormément parce que j'ai bossé pour plusieurs clients. Quand tu es consultant, tu vas régler les problèmes de plusieurs clients, des problèmes financiers, des problèmes de projet, etc., des problèmes de réforme, beaucoup de sujets, et ça m'a permis d'être comme ça incubé dans plusieurs boîtes et de voir comment elles fonctionnaient exactement et comment les gens se sentaient dans ces entreprises-là. Ce qui me donne aujourd'hui une certaine vision assez construite. Voilà, je ne parle que de ce que j'ai vécu, et quand tu es consultant, en tout cas quand tu fais du conseil comme le conseil que moi j'ai fait, tu as beaucoup de vécu. Tu as beaucoup de vécu parce que tu as vu beaucoup de choses. Voilà, simplement. D'où le fait que je me suis lancé dans l'éducation financière il y a de cela 8 ans, donc très rapidement après mon premier poste. J'ai commencé à économiser, à investir, à placer de l'argent. J'ai également tradé pendant quelques années, où je me faisais un revenu par semaine d'environ 600 euros, ce qui complétait beaucoup mon salaire. Euh, et après, j'ai arrêté parce que voilà, tu montes en responsabilité, tu n'as pas le temps de trader en âme et conscience, et vu que c'était mon argent que je mettais comme ça sur les marchés, je ne pourrais pas me permettre de le faire sans être dans les bonnes dispositions mentales de concentration. Donc il y a plusieurs choses dans cette finance personnelle, je suis passé par plusieurs étapes, ce qui aujourd'hui me donne cet avis-là qui émane vraiment de mes expériences personnelles et professionnelles. Donc aujourd'hui, on va parler de la succession. La succession, c'est un sujet, on va dire, un peu tabou, dans le sens que beaucoup découvrent la succession que quand il y a un proche légueur qui disparaît, et il se retrouve là à devoir débourser des sommes astronomiques pour reprendre le bien euh, du bien-aimé perdu, et ça fait mal. Voilà, ça fait vraiment mal.
Je vous propose de regarder quelques vidéos, en tout cas de les écouter, très rapidement, pour vous faire une idée. Veulent atteindre le moral des Français, je vous jure, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. 68 000 euros de frais de succession. Pour moi, il n'y a rien de pire que de perdre des parents, de perdre des enfants. Il faut payer la maison que les parents ont cotisé et ont payé toute leur vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, de la dinguerie qu'ils ont pondue. Il y a tellement plus de sous qu'ils viennent faire des choses et des... Vous savez ce qui est triste dans cette vidéo? C'est que ce monsieur, il a totalement raison. Maintenant, le gros souci, c'est qu'il se trompe de combat. Alors oui, on paye beaucoup d'impôts en France. Oui, en France, il y a un vrai matraquage fiscal. Mais je vous assure que les personnes qui sont riches, ceux qui ont les moyens, ceux qu'on appelle les riches, je vous assure que quand ils tombent sur ce genre de vidéo, ils doivent rigoler. Alors, ils rigolent pas parce qu'ils sont hautains, pas parce que ils se sentent plus puissants, pas parce qu'ils se sentent plus riches que les autres. Ils rigolent tout simplement parce que eux, contrairement aux autres, ils sont plus éduqués financièrement. Et malheureusement, en France, il y a un vrai déficit d'éducation financière. Parce que c'est vrai qu'on paye un lourd impôt pour la succession, mais je vous assure que les gens qui sont éduqués financièrement, ils savent qu'il y a des voies, des moyens et astuces totalement légales, des astuces légales, pour contourner le problème. C'est vrai, en fait, ce monsieur a complètement raison, dans le sens que aujourd'hui en France, on a un problème avec l'éducation financière, on a un problème avec l'argent, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est hyper tabou de parler d'argent, c'est très tabou de parler de sa réussite. On a un problème également avec la réussite, parce que qui dit réussite, forcément dans l'esprit des gens dit argent, et ça, moi, je le ressens dans mes activités aujourd'hui. Il y a beaucoup de clients qui ont du mal à s'ouvrir, ont du mal à parler de leur patrimoine, parce que on a besoin de parler de ça pour organiser les choses c'est intelligemment, pour donner donc la meilleure stratégie, euh, le meilleur moyen d'atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux, et il faut en parler. Donc à la différence de ce que moi je vois dans d'autres pays, notamment en Asie, en Chine par exemple, ou au UK, ou alors aux États-Unis, les gens n'ont pas de problème à parler de leur patrimoine, surtout quand ils ont affaire à un professionnel qui va les conseiller de par son expérience, parce que moi je ne suis pas là pour vendre aux gens du rêve. Les marchés financiers, moi j'y suis entré en croyant que j'allais sortir des fortunes, etc. Mais ce n'est pas le cas. Les marchés financiers, c'est vraiment... C'est vraiment un monde à part. Et ceux, par exemple, que je vois sur Internet qui vendent du rêve, etc., qui font tout ça, ils font plus de mal à la profession que de bien. Et c'est pour ça que je vois certains, en tout cas les clients français, les prospects français, être assez, assez fermés, en tout cas sur les questions d'argent. Hyper fermés. Hyper fermés. Et ça, c'est complètement vrai. Ce monsieur a raison de le dire. C'est extrêmement compliqué de parler d'argent, parce qu'en France, l'éducation financière de l'ancienne génération, c'est complètement zéro. Les nouvelles générations commencent un peu à regarder ça, mais il y a quand même tellement d'arnaques que ça va laisser des marques indélébiles et concrètes dans leur esprit. Donc oui, il y a des diverses méthodes de pouvoir contourner ces frais de succession qui sont complètement légales, sauf que nous sommes dans une génération où on n'a plus trop envie de chercher, mais on se plaint quand même lorsque les choses ne vont pas dans notre sens parce qu'on n'a pas cherché. Je vais regarder les commentaires rapidement. Éducation financière, les riches sont juste bien entourés d'avocats, juristes ou de bons conseillers, c'est tout. Faut pas forcément s'entourer de tout ce monde, faut pas forcément s'entourer de trop de personnes. Mais c'est vrai, ils sont bien entourés, et l'argent qu'ils dépensent pour ces consultations, pour s'entourer de ces gens, est beaucoup moindre que ce qu'ils auraient payé s'ils n'avaient pas du tout consulté, s'ils n'avaient pas du tout organisé leur patrimoine. Et quand on dit riche, en fait, organiser son patrimoine, on le verra, ce n'est pas quelque chose qui est
réservé qu'aux riches, même avec une résidence principale de 200 000, 300 000 euros, tu peux déjà organiser ton patrimoine. Dès que tu as un salaire, tu peux organiser ton patrimoine. Du coup, bah, on va écouter une autre vidéo qui est super intéressante parce que bah, il parle d'une expérience personnelle. Ça nous a coûté nous, ça nous a coûté entre 20 et 30 000 euros. S'il y a bien un truc que j'ai appris au décès de mon père il y a un peu moins de 2 ans, c'est que l'État se gave auprès de ceux qui n'y connaissent rien en succession, rien en optimisation fiscale. Je pense sincèrement que mon père faisait partie des Français moyens. Il avait sa maison, qui est sa résidence principale. Il n'avait pas d'autre patrimoine immobilier. Il avait un petit peu d'argent de côté et c'est tout. Pourtant, 20 à 30 000 euros à payer pour récupérer tout ça. Juste parce qu'il ne connaissait pas un dispositif. Ouais, juste parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas un dispositif qui est tout à fait légal, et en fait, ils se sont vus payer beaucoup de choses, beaucoup d'argent, pour rien. Et c'est souvent ça qui est difficile, c'est que les gens, en tout cas des clients, déjà du fait de ne pas avoir d'éducation financière, ils ont aussi souvent peur de parler de l'après-eux, parce que parler de l'après-eux, après tant d'années de vie sur Terre, ou tant d'années encore à vivre sur Terre, ça fait peur pour certaines personnes. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pousser la porte de professionnels, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à ces sujets-là, ils ne veulent pas aborder ces sujets-là. Et parfois, dans les consultations, il faut attendre 2, 3, 4 séances pour parfois aborder ce type de sujet. Et quand je dis 2, 3, 4 séances, je parle notamment aussi de comment on appelle ça? En fait, ce sont des séances qui peuvent être espacées en mois ou en années, complètement. Parce que les gens veulent se sentir prêts, veulent être prêts à entamer la discussion sur ce sujet tabou. Ok? Et il faut essayer de comprendre également. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de vulgarisation sur l'éducation financière. Je fais énormément de vulgarisation. Et parce que la vulgarisation, ça permet à l'auditeur, en fait, au prospect, à l'auditrice, de s'adapter et d'écouter, de parler d'argent, de finances, d'avoir l'habitude d'en parler, sans avoir l'impression de se faire alpaguer ou de se faire agresser, etc. tout le temps, ou de se faire forcer à vendre ou acheter. Voilà, c'est ça aussi le pouvoir de tout ce que je fais aujourd'hui, et de tout ce qu'également les autres confrères font également sur ce terrain, parce que c'est vraiment un travail collectif qui fait que les choses vont s'améliorer dans quelques années. Mais en France, quand même, on a vu plusieurs soucis, hein. Plusieurs soucis déjà d'éducation financière, mais aussi d'escroquerie. Alors, moi-même, j'ai été victime d'escroquerie sur ma résidence principale, sur le prêt, voilà, sur le prêt de la résidence principale. Ça, c'est une histoire que je raconterai plus tard, hein. Mais il y a quand même des escrocs dans des circuits bancaires qui se sont organisés pour faire la poche des Français, pour faire la poche de ceux qui veulent s'acheter du patrimoine, de ceux qui ont économisé toute leur vie pour avoir accès à du patrimoine. Et ça, on en reparlera après, et ce genre de choses n'arrange pas, en tout cas, la croissance et la propagation de l'éducation financière, parce que même les jeunes en sont victimes, alors qu'ils sont hyper connectés, etc., mais ils arrivent quand même à être encore victimes de ce genre de choses, et moi-même, j'ai été victime, et j'ai pu me sortir de cela, mais je vous raconterai qu'est-ce que j'ai utilisé pour me sortir de cela. Ok? Bon. Le constat qu'on fait, c'est que beaucoup sont surpris qu'en France, on ait des droits de succession qui peuvent aller même jusqu'à 45% et même au-delà d'un certain seuil, selon la valeur du bien, etc. Mais ces frais de succession, on les paye que lorsque on n'a pas organisé, en tout cas, lorsqu'on n'a pas du tout traité ses finances, lorsqu'on n'a pas du tout traité sa stratégie patrimoniale. Donc il faut savoir qu'il y a un dispositif légal qui est prévu pour cela, et dont ont seulement accès, quand je dis seulement accès, je parle en termes de connaissances, les gens qui ont cette curiosité financière, ou qui sont entourés par des professionnels qui vont simplement pousser la porte de professionnels pour savoir ce qui peut être mis en place. Donc tu as un abattement de 100 000 euros que tu peux donner à chacun de tes enfants tous les 15 ans. Voilà.
Donc tous les 15 ans, tu as une fenêtre de tir pour léguer du patrimoine sans frais à tes enfants ou à tes successeurs, parce que voilà, tes successeurs peuvent être tes enfants comme des amis, ok? Et par contre, il y a quand même des conditions à respecter, parce que euh, quand on parle d'argent, quand on parle d'héritage, quand on parle de patrimoine, c'est souvent sujet à abus. En France, on a eu plusieurs scandales dessus notamment. C'est qu'il faut que la donation soit enregistrée via un notaire ou une déclaration aux impôts. Donc ce n'est pas juste un virement de compte à compte, hein. J'ai fait un podcast qui va sortir le 1er septembre, en tout cas sur ce sujet, avec un gestionnaire de patrimoine, Harold Allais, et il me parlait d'une cliente qu'il avait qui faisait des virements comme ça de compte à compte pendant des années pour, en tout cas, léguer son argent. Bah, le fisc l'a rattrapé et l'a demandé de payer les impôts équivalents, parce que c'était en fait des donations cachées. Donc tout ce que tu fais avec ton compte en banque est scruté, est vu, est su. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu as des robots, tu as une intelligence en fait qui peut facilement détecter ces mouvements, comprendre tes habitudes et facilement remonter à toi pour en fait te forcer à t'expliquer sur ce genre de manipulation, quoi. Voilà. Donc il faut que la donation soit enregistrée, mais il faut aussi que la personne soit en pleine capacité mentale et physique. Donc il ne faut pas que ce soit quelque chose... en fait, il ne faut pas qu'on ait affaire à une personne qui est sous emprise, etc. Donc il faut que ce soit complètement naturel et anticipé. Quand on parle d'anticipation, le plus gros frein dans l'anticipation, c'est le temps. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir 70 ans, 75 ans, 80 ans pour penser à ta succession. Là, non. Tu auras manqué en fait plusieurs fenêtres de tir, de transmission complètement avantageuses. Ok. Moi, je pense que c'est important de pouvoir commencer à gérer cette transmission dès tes 50 ans ou même un peu avant. Voilà, tu as un peu de patrimoine, bah, tu l'organises parce que tu ne sais pas ce qui peut te tomber dessus. La mort ne prévient pas. Hum, La maladie ne prévient pas, les accidents ne préviennent pas, donc tout peut arriver. Et ça serait quand même top d'éviter, en plus de la douleur de perdre un proche, la douleur fiscale. Voilà, derrière. Ça serait vraiment cool d'éviter ça à tes proches. Et c'est pour ça que, pour moi, je conseille toujours de pouvoir anticiper cela dès qu'on a un peu de patrimoine. Voilà, de pouvoir s'organiser complètement et mettre en place ce qu'il faut mettre en place dès qu'on a un peu de patrimoine. Donc aujourd'hui, c'était vraiment juste l'idée, c'était d'en parler de manière simple, de manière facile, et on verra peut-être après, plus tard, comment concrètement on met cela en place. Et pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à m'écrire, hein. Voilà, je réponds aux questions avec plaisir. Je pense que c'est bien de favoriser l'échange, hein, sans forcément avoir d'une tension derrière. Donc l'échange est à favoriser. Et moi, ce que je dirais, c'est que c'est vraiment important de faire attention à ses finances, c'est important d'investir, c'est important de mettre de côté, de placer, c'est important de le faire, c'est vraiment important de le faire, surtout dans les temps qui courent actuellement, avec la nouvelle économie qui pointe son nez, avec les multiples crises, l'effondrement du monde de l'entreprise, en tout cas de la place des jobs, et ce remplacement-là des jobs par des robots, etc., qui va beaucoup affecter l'économie. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et pour avoir le temps de s'adapter, c'est important d'avoir des finances quand même. C'est important d'avoir de l'argent de côté qui nous permet de pouvoir rebondir avec sérénité, et de pouvoir rebondir sereinement, pardon, et de se préparer en fait à ce changement de société, à ce changement d'économie. Ok. Vous retrouverez cela notamment
dans l'outil que je suis en train de construire, qui s'appelle Learn Corporate. Et l'idée de cet outil, c'est de pouvoir donner de l'éducation financière faite par des professionnels aux gens qui ont accès à l'outil. Et dans l'outil, les personnes pourront notamment gérer leurs finances directement, mais de manière assez frugale et directe. Ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que tu ne peux pas ne pas voir ce qui ne va pas. Tout ce qui est dépense est en rouge, mais voilà. Tout ce qui est entrée est en vert. Et tu as la comparaison d'année en année, de mois en mois, mieux que ce que fait l'application de ta banque. Et ce qui est top, c'est que tu dois rentrer ça à la main, parce qu'on a perdu l'habitude de faire les choses à la main. Tout est aujourd'hui devenu automatique, et les gens ne sentent plus ce qu'ils font. Donc moi, ce que j'aime dans Learn Corporate, c'est que tu rentres à la main, et si tu trouves que tu passes beaucoup de temps à rentrer tes dépenses, parce que, voilà, pour les revenus, on ne passe pas 10 ans à rentrer les revenus, hein, mais surtout pour les dépenses, ça veut dire qu'il faut que tu puisses baisser tes dépenses. Ça veut dire qu'il y a un problème, simplement. Et c'est ça que moi j'aime dans l'application Learn Corporate. C'est une application web qui est accessible sur le web seulement, qui te pousse à t'asseoir en fin de semaine et à rentrer tes dépenses et tes revenus pour ensuite t'habituer à avoir cette rigueur-là. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à avoir ma rigueur financière. J'ai mis 3 ans de tests comme ça de plusieurs méthodes que j'ai testées sur moi-même, que j'ai testées sur mes proches, etc. pour arriver à créer en fait un outil de ce genre qui a une méthode propre et unique de gestion de la finance personnelle, d'économiser, mais aussi d'éducation financière. Tout ce que je dis ici est puisé de mon expérience, de ce que j'ai vu chez mes clients, parce que j'ai travaillé essentiellement pour des gros clients du CAC 40, du S&P 500. Voilà, j'ai travaillé pour ce type de clients, et tout ce que je dis, en fait, c'est quelque chose qui vient de mon propre vécu, de mon expérience, mais aussi de mes connaissances personnelles. Okay, et pour moi, l'objectif, c'est de pouvoir parler de ces sujets financiers de manière très simple, pour que ça puisse toucher un maximum de gens qui ne sont pas inclus parce que le langage est trop technique, parce qu'ils ont l'impression que c'est réservé qu'à une certaine élite, etc. Et l'idée, c'est de dire non, 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 les sujets financiers, c'est une affaire globale, c'est l'affaire de tous. Donc prenez soin de vous, et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai. Salut!